Ceci est la Corée du Nord, officiellement la République populaire démocratique de Corée, l'une des nations les plus isolées et autocratiques du monde. Dirigée par la dynastie de la famille Kim depuis sa fondation après la Seconde Guerre mondiale, le régime est basé sur l'idéologie juche, mettant l'accent sur l'autosuffisance et la loyauté absolue envers le leader. Kim Il-sung a établi la domination de la famille, qui a été encore renforcée sous son fils, Kim Jong-il, et se poursuit maintenant avec Kim Jong-un. La dissidence n'est pas tolérée et le leader suprême détient un pouvoir sans contrôle. Malgré de graves pénuries alimentaires, des punitions sévères pour les dissidents et de nombreux témoignages d'abus des droits de l'homme de la part des transfuges, le régime reste absolument incontesté. L'Occident espère depuis longtemps que la Corée du Nord se libère de l'influence chinoise et russe et embrasse la démocratie comme leurs voisins du Sud. Cependant, cela n'a jamais semblé proche du possible. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de soulèvement réussi, de changement de régime ou de coup d'État dans ce pays ? Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d'une tentative de coup d'État contre le pouvoir de la dynastie Kim ? En résumé, tout est une question de stratégie. Malgré tout, la Corée du Nord reste remarquable à bien des égards. La famille Kim a dominé le pays pendant plus de 70 ans malgré de nombreuses famines et échecs de leadership. Pour que les citoyens souffrent autant à l'intérieur du pays, mais n'aient jamais réussi à mener une rébellion ou un coup d'État, il faut un système politique qui incite à la loyauté comme aucun autre. Dans un processus de coup d'État typique, l'armée, ou plutôt une faction de l'armée, marchera sur la capitale ou d'autres bâtiments gouvernementaux vitaux et exigera que les dirigeants démissionnent ou soient pris de force. Ces actions sont généralement menées par des généraux mécontents, soutenus par des membres des gouvernements, voire étrangers, et parfois appuyés par la population citoyenne. Par exemple, dans certains coups d'État réussis récents comme au Mali en 2020 ou au Burkina Faso en 2022, le président a été arrêté par des soldats sur ordre d'un colonel ou général militaire de haut rang, et les citoyens qui se sentaient privés de leurs droits par les échecs politiques de ces gouvernements ont soutenu moralement les événements. Alors, pourquoi cette formule ne peut-elle pas fonctionner en Corée du Nord ? Eh bien, tout d'abord, la famille Kim, surtout ces dernières décennies, a agressivement purgé les élites politiques du pays, précisément pour cette raison, pour éviter un coup d'État. Chaque fois que la classe politique et les dirigeants militaires ont collectivement l'impression d'être minés ou que le leader suprême doit être remplacé, le risque de coup d'État devient très réel. Mais si l'aristocratie nord-coréenne est régulièrement tuée ou emprisonnée, cela résout en partie le problème pour la majorité. Par exemple, en février 2023, lorsque la Corée du Nord a célébré le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Corée, ils ont montré leurs missiles balistiques intercontinentaux lors du défilé militaire comme ils le font toujours, tandis que les plus hauts membres de la hiérarchie militaire et politique regardaient en. Mais les experts de la Corée ont remarqué quelque chose de différent. Le bureau politique du pays, qui est ainsi le cabinet politique le plus élevé du régime communiste, manquait de certains membres clés qui auraient dû être là. C'est parce que dans les semaines précédentes, Kim Jong-un aurait remplacé 5 des 12 officiels du secrétariat du parti et 7 des 17 membres du bureau politique. Kim Jong-un, en tant que jeune leader dans un pays qui vénère ses aînés, a été encore plus vulnérable que son père, et son grand-père ne l'ont été par moments. Ses premières années ont été très périlleuses, son autorité étant alors la plus contestable. Son inexpérience le rendait susceptible aux coups de poignard dans le dos et à la trahison de la part des élites déjà établies. Alors son père a fait comme tout dictateur qui cherche à consolider son pouvoir. Il a remplacé près de 80% du bureau politique en 2010, peu de temps avant sa mort, ouvrant la voie à son fils pour prendre le pouvoir sans contestation. Après son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a remplacé 42% du bureau politique lors de la conférence du parti, puis 13% de plus en 2013, alors que les rumeurs de complots familiaux ne faisaient qu'accroître sa paranoïa. En 2012, le vice-ministre de l'armée Kim Chol a été exécuté pour, je cite, « avoir bu et fait la fête pendant la période de deuil officielle après la mort de Kim Jong-il ». Ri Yong-ho, le chef d'état-major nord-coréen qui a aidé à former Kim Jong-un pour succéder à son père, a été exécuté, apparemment pour son désaccord avec la politique économique. En 2017, le demi-frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, qui à un moment donné était considéré comme l'héritier présomptif du trône, a été assassiné. Il avait été exilé en Chine après avoir plaidé pour une réforme politique, ce qui bien sûr n'a pas été accepté. Il a été tué par un agent neurotoxique à l'aéroport de Kuala Lumpur. Même son oncle très puissant, Jang Song-taek, le régent alors que Kim était trop jeune pour gouverner, a été exécuté.
Cela s'est passé en décembre 2013, lorsque Young avait 67 ans, après qu'il aurait tenté de détrôner son neveu. Mais cela aurait pu être une autre précaution prise par le nouveau jeune leader. Voici quelques exemples parmi tant d'autres d'épurations en Corée du Nord. Ils permettent non seulement au leader suprême de se débarrasser de quiconque s'oppose à ses idées ou politiques, assurant ainsi efficacement son contrôle incontesté du gouvernement, mais plus important encore, ils dissuadent tous les coups d'État potentiels qui pourraient incouver sous la surface. La cruauté des purges d'élections est cruciale pour la sécurité et le pouvoir des Kim, mais cela n'a pas empêché les tentatives de s'en débarrasser. En fait, il y a eu quelques fois où les instigateurs de coups d'État nord-coréens sont passés très près de renverser la dynastie Kim. L'événement le plus célèbre est arrivé tôt dans le paysage d'après-guerre. Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord et le dirigeant suprême ayant exercé le plus longtemps, a rencontré une de ses plus fortes oppositions et pressions venant des factions pro-chinoises et pro-soviétiques au sein du pays, dont l'une était les Coréens soviétiques, un groupe de Coréens ethniques qui étaient revenus en Corée après-guerre, après être nés ou avoir grandi en Russie, beaucoup d'entre eux ayant combattu dans l'armée rouge tout comme lui. La faction soviétique était étroitement liée au Parti communiste nord-coréen dans les premières années du développement de Pyongyang après la Seconde Guerre mondiale. L'autre groupe clé dans cette tentative de coup d'État était la faction de Yan'an, composée de communistes pro-chinois et d'exilés coréens ayant rejoint le Parti communiste chinois. Beaucoup avaient été combattus dans l'armée chinoise, donc ils étaient très fidèles à Mao Zedong. Ils ont tous finalement fusionné dans le Parti des travailleurs de Corée du Nord. Mais au milieu des années 50, vous aviez ces groupes significatifs de Coréens dans le système politique qui avaient des liens plus étroits avec la politique, la culture et plus important encore avec l'armée des pays environnants qu'avec leur propre pays. Kim savait qu'il devait éliminer ces factions pour renforcer son pouvoir. Mais malheureusement pour lui, en même temps, l'Union soviétique traversait une période de déstalinisation et leur leader Nikita Khrouchtchev redéfinissait la politique soviétique, en particulier l'idée des cultes de la personnalité. Ainsi, Kim a été convoqué à Moscou pendant 6 semaines, à l'été 1956 par Khrouchtchev, pour lui faire savoir que ce qu'il faisait ne serait pas autorisé, et lui a essentiellement dit de se mettre au pas. Les dirigeants des factions soviétiques et chinoises ont alors planifié d'attaquer Kim à son retour aux réunions gouvernementales, le critiquant d'avoir créé un culte de la personnalité et dégradé les principes léninistes. En gros, pour être un dictateur comme Staline. Cela semblait être une opportunité unique de changer le cours de l'histoire nord-coréenne à cet instant. Mais lors de la réunion, les loyalistes nord-coréens, dont beaucoup étaient impliqués dans le complot, se sont retournés contre l'opposition, prenant le parti de Kim Il-sung et dénonçant les critiques. Outre la peur de la punition, une grande raison à cela était que les factions étaient considérées comme des marginaux et des agents étrangers, alors que Kim était considéré comme un véritable Coréen. Et pour la plupart des membres du parti, un leader coréen brutal était préférable à un leader fidèle à la Chine ou à la Russie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous l'avez deviné, encore plus de purges. Beaucoup de membres des deux factions ont fui vers la Chine et l'Union soviétique pour échapper aux purges. Et même si la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont encouragé Kim à ne pas purger, il n'a pas écouté. D'ici 1959, plus de 25% de l'Assemblée du peuple avait été purgée. À la fin des années 60, chaque membre des deux factions avait été expulsé ou exécuté, marquant l'achèvement total de la consolidation du pouvoir de Kim. Ce n'est que dans les années 90 que des rapports sur une tentative de coup d'État légitime refont surface. Sans surprise, cela s'est produit vers la mort de Kim Il-sung en 1994. Durant cette période, la Corée du Nord a été confrontée à des pénuries alimentaires et à la famine, engendrant des émeutes, des abandons de postes et même des agressions d'officiels de la distribution alimentaire. On estime que plus d'1 million de personnes ont péri, et la chute de l'Union soviétique a garanti que la Corée du Nord avait perdu son plus grand partenaire commercial. La Chine n'ayant comblé qu'une petite partie de ce vide, ils n'ont pu rectifier le problème. Les conditions pour une rébellion étaient réunies, et de nombreux soulèvements avaient lieu dans diverses régions à cette époque. Le 7e corps de l'armée populaire nord-coréenne, basé à Hamhung, a conçu son propre plan de coup d'État. Plus de 30 hauts fonctionnaires en quête de réforme ont décidé de déclencher une rébellion en même temps que l'Agence internationale de l'énergie atomique effectuait ses inspections. Essentiellement pour alerter la communauté internationale de leurs besoins de soutien. Pourtant, tous les membres du complot ont été arrêtés avant même que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'arrive sur place. Parce que les États-Unis faisaient en pression sur la Corée du Nord pour qu'elle autorise l'Agence internationale de l'énergie atomique à mener des enquêtes sur des sites nucléaires entourés de secrets,
La Corée du Nord a estimé que l'Agence internationale de l'énergie atomique violait leur souveraineté et fonctionnait comme un vassal des États-Unis. Ce scepticisme signifiait probablement que tous les initiés tentant de communiquer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique étaient éliminés rapidement en raison des mesures de sécurité renforcées autour de leur visite. En 1994, la Corée du Nord s'est retirée du traité de non-prolifération nucléaire, empêchant l'organisation qu'ils voyaient comme une marionnette américaine d'entrer dans leur pays. Déjà en 1993, lorsque le complot de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été déjoué, une autre unité militaire a organisé un soulèvement à une échelle plus petite, à Sinuiju, mais a été vaincue puis exécutée également. Pendant ce temps, des émeutes éclataient parmi les travailleurs affamés de ces provinces. 10 officiers militaires ont été exécutés pour avoir comploté pour assassiner Kim Jong-il aux alentours de 1995. Des informations difficiles à confirmer en raison de rapports contradictoires et de dénégations constantes par les Kim qu'une telle dissidence ait jamais eu lieu. Mais cela témoigne des efforts de l'armée à la même époque pour mener un coup d'État, souvent sans que les branches ne communiquent jamais entre elles. Les conditions étaient déplorables et la confiance dans le système hyper-centralisé était au plus bas. Le complot du 6e corps d'armée à Chongjin a probablement été la plus grande tentative de coup d'État pendant cette période d'instabilité, et généralement compris comme ayant eu lieu en 1995. Le groupe était mécontent que Pyongyang n'envoie pas de nourriture aux provinces de Hamgyong durant la famine. Le plan visait à contrôler les centres de communication, les ports, certaines installations de lancement de missiles et l'université à Chongjin. Ils appelleraient ensuite le 7e corps sur la côte à Hamgyong pour les rejoindre et ils marcheraient tous sur Pyongyang pour arrêter les élites politiques et prendre le contrôle des centres de pouvoir du pays. Le contrôle des installations de missiles de la région leur permettrait d'utiliser cet avantage pour faire des demandes. Encore une fois, la sécurité de l'État, informée au préalable, a fait une descente à Chongjin, arrêtant tous les impliqués avant le début de l'opération. Selon certains rapports, Kim Yong-chun, chef du 6e corps, aurait lui-même dénoncé son corps au département de la sécurité de l'État. Il y a aussi des histoires de soldats coréens qui avaient été formés à l'académie militaire Frunze en Union soviétique et qui ont été impliqués dans plusieurs tentatives de coup d'État après avoir été rappelés en Corée du Nord suite à la mort du leader Kim Il-sung. 30 à 40 officiers militaires auraient comploté pour retourner leurs chars contre Kim Jong-il lors d'un défilé en 1992. Certains suggèrent leur implication dans une tentative de coup d'État du 6e corps, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Il y a des experts Soka qui croient naissant que le coup d'État n'a jamais pu aboutir parce que Kim Jong-il prévoyait déjà de les éliminer parce qu'il prenait des parts trop importantes dans le commerce lucratif à la frontière chinoise. Cependant, vu que des soldats sont morts de faim durant cette période, il est probable qu'une rébellion légitime a éclaté suite à la frustration. Mais les comploteurs ont été arrêtés avant qu'ils ne puissent obtenir tout le levier dont ils avaient besoin. Environ 400 officiers ont été exécutés, emprisonnés ou ont disparu suite à cela. Ainsi, une unité majeure de leur armée a été entièrement purgée pendant la crise économique et politique la plus extrême que le pays ait connue. Cela suggère que leur tentative de coup d'État était probablement justifiée et que la sanction en tenait compte. Quoi qu'il en soit, tout cela montre à quel point un coup d'État aurait peu de chances de réussir réellement. La nature centralisée du pouvoir en Corée du Nord permet à Pyongyang de détecter et de déjouer toute tentative de coup d'État avant qu'elle ne se concrétise. Et bien sûr, les purges qui suivent signifient généralement que tous les acteurs anti-étatiques sont tués, conduisant à des ères subséquentes où aucun coup d'État n'est possible car toute l'opposition est morte ou dans des camps de travail ruraux. En même temps, ces officiers de haut rang voulant organiser des coups d'État ont toujours été une rareté, car les élites au sommet de la hiérarchie politique et militaire sont tellement inondées d'argent et de styles de vie luxueux qu'elles n'ont aucun désir de changer le statu quo. Ces adeptes, élevés de la masse affamée, doivent tout à Kim et savent très bien que si Kim tombe, ils tomberont aussi. Cela les rend plus loyaux envers la dynastie Kim et moins enclins à soutenir toute tentative de coup d'État. Au niveau inférieur, les soldats et officiers réguliers sont rarement stationnés dans leur ville natale et sont plutôt placés dans des régions éloignées. Ainsi, ils ont moins d'attachement sentimental pour leur lieu de travail et leurs collègues, ce qui dissuade également les tentatives de coup d'État. Bien que ce type de leadership brutal et de suppression de l'opposition soit toujours présent dans les dictatures, la famille Kim est presque unique en termes de durée pendant laquelle elle a pu appliquer efficacement ce modèle de contrôle et de pouvoir centralisé à l'ère moderne. Il est très rare de voir une dynastie au pouvoir aussi longtemps avec une autorité absolue. Mais qu'en est-il de l'intervention extérieure ? Les États-Unis ont souvent renversé des gouvernements étrangers qui n'agissaient pas selon leurs intérêts.
Pourquoi les États-Unis ou l'OTAN ne peuvent-ils pas simplement organiser un coup d'État via leurs opérations secrètes pour éliminer la dynastie Kim en Corée du Nord? La raison principale pour laquelle aucune puissance étrangère n'a pu changer le régime en Corée du Nord est qu'ils sont en réalité plus puissants qu'on ne le pense. Les purges sont essentielles à cette réalité, mais il y a plus que cela. Les soulèvements de citoyens ordinaires sont peu probables à cause de la règle des 3 générations. Non seulement vous êtes emprisonné pour votre mauvais comportement, mais 3 générations de votre famille le sont aussi. Donc votre tentative de soulèvement échouée finit comme une malédiction familiale. Le second problème avec les puissances étrangères, tentant d'aider à fomenter des coups d'État ou des rébellions en Corée du Nord, est que le manuel typique de la CIA ne s'y applique pas. Le manuel consistant à fournir un soutien aux groupes d'opposition politique, à aider à organiser des manifestations et à fomenter la colère parmi les citoyens en finançant des groupes comme les organisations non gouvernementales pro-démocratie pour déstabiliser le pays, est impossible car la Corée du Nord est trop isolée pour cela. Ils n'ont aucune entrée. Oui, ils ont pu le faire dans les États post-soviétiques, comme l'Arménie, la Géorgie ou l'Ukraine, mais cela avait beaucoup à voir avec la nouvelle liberté d'information dans ces pays et le nouveau niveau d'accès qui avait été beaucoup moins disponible pendant l'ère soviétique. Les programmes d'aide à la démocratie cités par le gouvernement américain n'ont aucun point d'entrée pour commencer à semer les graines de la révolution politique en raison de l'isolement du royaume ermite, même à l'ère de l'information d'aujourd'hui. Et cela en dit long. La frontière nord-coréenne reste étanche. Et l'idée que des groupes pro-démocratie pourraient s'y infiltrer et avoir un impact est absurde, surtout compte tenu de la fermeté avec laquelle Kim Jong-un contrôle actuellement le pays. Nous avons également vu à quelle vitesse il traite tout média sud-coréen entrant dans le pays auparavant. Cependant, la Corée du Nord n'est pas seulement isolée, c'est une véritable menace militaire. La plupart des gens connaissent leur arsenal nucléaire, qui peut être exagéré, mais reste la principale forme de dissuasion dans les relations internationales. Sous Kim Jong-un, le nombre de lancements de missiles a augmenté de 10 fois par rapport à l'époque de son père. Le jeune leader Kim connaît son avantage. Alors, si l'établissement nord-coréen découvrait qu'un complot occidental visant à renverser Kim Jong-un est en cours, et qu'ils estiment que cela représente une menace existentielle pour la survie de la dynastie Kim, et donc pour la Corée du Nord telle qu'ils la connaissent, qu'est-ce qui les empêcherait de lancer une bombe nucléaire vers Séoul, ou même Washington DC, s'ils pensaient que les Américains en étaient responsables? En y réfléchissant, il est inutile de prendre ce risque. Bien que cela puisse sembler extrême, nous ignorons jusqu'où la dynastie Kim serait prête à aller pour garder le pouvoir. La Corée du Nord ne possède pas seulement des armes nucléaires, mais aussi l'une des plus grandes forces d'artillerie au monde selon les rapports. Leurs forces conventionnelles sont également énormes. Avec 1,2 million de soldats, ils possèdent ensuite la 4e plus grande armée au monde. On croit qu'ils ont des armes chimiques et biologiques, en plus de l'un des plus grands arsenaux nucléaires sur Terre. Malgré les sanctions de l'Organisation des Nations Unies, ils poursuivent la construction et les essais de missiles balistiques. Quand il s'agit de jouer avec le feu, la Corée du Nord est l'outsider imprévisible et sans remords. Malgré l'extrême pauvreté du pays et son manque d'influence politique internationale, un changement de régime ouvert par des puissances étrangères est inenvisageable. Séoul et la Corée du Sud en général sont bien trop vulnérables pour suivre ce plan d'action. La quantité d'artillerie entourant Pyongyang et le long de la frontière coréenne pointée vers Séoul pourrait la détruire en quelques heures. Et avec les récents développements entre Poutine et Kim et le soutien de longue date du CCP, une attaque ou une opération de changement de régime en Corée du Nord peut de plus en plus ressembler à une attaque de l'Ouest contre cette alliance de puissances orientales. Ce sont les nouveaux dangers d'un monde multipolaire. Pour l'instant, la seule solution semble être un déclin naturel de la dynastie Kim. Bien que l'effondrement du règne de la famille ait été prédit depuis longtemps, certains signes de fissure et d'évidement du contrôle de Kim semblent se produire. La Carnegie Endowment for International Peace a publié un rapport en 2024 sur le potentiel de ce scénario. Les difficultés économiques de la Corée du Nord s'aggravent alors qu'ils consacrent jusqu'à 30% de leur produit intérieur brut à la défense, malgré les pénuries alimentaires chroniques. Les méthodes d'endoctrinement et la peur inculquées chez les citoyens par les camps de travail forcés et les exécutions commencent à perdre de leurs ailes. Et la culture inébranlable de loyauté n'est plus ce qu'elle était. De plus, l'incertitude autour de la 4e génération de la dynastie, avec Kim Jong-un qui formerait apparemment sa fille, Kim Joo-ae, comme sa successeur, est un gros problème domestique. Une lutte de succession est toujours une grande préoccupation lorsqu'elle survient. Il est difficile de savoir si ces rapports reflètent la situation sur le terrain, à Pyongyang ou non. Mais il est clair que le nouveau paysage géopolitique a créé de nouvelles dynamiques dans la politique internationale pour tout le monde, y compris la Corée du Nord.
Mais seul le temps dira si c'est suffisant pour faire ou défaire la dynastie Kim une fois pour toutes.